Continuer, puis on va terminer sur ces images. Olivier, on se retrouve dans quelques instants parce que nous aussi, on va apprendre un petit peu comment ça marche le catch, et puis surtout, on va essayer de découvrir cet univers en parlant des costumes, du choix des costumes, du choix des prénoms. À tout de suite. Merci Julie. Un univers particulier, David, c'est rigolo, cette métamorphose de se mettre dans un rôle comme ça, totalement différent de ce qu'on est dans la vie. Ah, mais je crois que c'est ça qui donne une dimension de bien-être, c'est justement de pouvoir développer des facettes multiples et variées pour pouvoir justement se mettre en jeu et surtout se mettre à participer à un jeu dans l'exagération, mais d'assumer en plus, de oui, pas du tout se prendre la tête avec ça, quoi. Voilà, c'est surtout apprendre au second degré pour éviter justement d'avoir un dédoublement de personnalité un peu délicat à gérer. On va parler d'un phénomène totalement différent maintenant, l'énurésie nocturne. C'est le phénomène du pipi au lit tardif. Alors si on met le côté médical de côté, on oublie les raisons médicales qui peuvent causer des pipis au lit, on s'en rend compte que c'est uniquement psychologique. Est-ce que c'est grave, docteur ? Alors, ce n'est pas grave parce que définitivement, ça se résout naturellement avec le temps. Ceci dit, je trouve que c'est une situation particulièrement délicate à gérer, compte tenu du retentissement que ça peut avoir social en termes de vie et en termes de vie relationnelle. Pour l'enfant. Oui, parce que déjà, c'est une situation, je dirais, qu'il va considérer comme gênante, voire humiliante, mais surtout, ça va le gêner lorsqu'il va vouloir, je dirais, aller chez des petits copains, passer des nuits et donc se mettre en situation, évidemment, d'intimité délicate à gérer. Alors ça traduit quoi? Ça traduit une difficulté à vouloir grandir? Une difficulté, c'est lié à un traumatisme? C'est ce qu'on peut relier ça à un phénomène très précis, à une cause précise? Alors la plupart du temps, il est important de comprendre que c'est surtout lié à l'expression d'un symbole. Et en fonction du vécu individuel, on va essayer de retrouver à travers justement cet historique-là, ce qui peut être entre guillemets traumatisant sans que ça soit véritablement violent ou en tout cas étiqueté comme tel. C'est-à-dire que chacun de nous a une émotion, en tout cas une sensibilité particulière et selon les axes de vie, selon les événements de la vie, on va plus ou moins interagir avec eux et faire en sorte que certains événements vont nous permettre, je dirais, soit de rebondir, soit d'être en difficulté. Et quand on est en difficulté, on va la plupart du temps exprimer les choses de façon symbolique. Et le pipi au lit en fait partie. Donc ça peut être lié à un traumatisme familial, un traumatisme à l'école, un traumatisme social dans la rue avec les copains. C'est explicable par ce genre de phénomène-là? Je sais pas, on peut parler d'exemples précis dans ces cas-là? Oui, c'est très variable. En règle générale, la première chose qu'on essaye de mettre en lumière, c'est est-ce qu'il y a un événement spécifique déclenchant? C'est-à-dire que on peut tout à fait revendiquer, en tout cas, cette situation-là à l'occasion de la naissance d'un petit frère ou d'une petite sœur, dès lors qu'on se sent, entre guillemets, abandonné, c'est-à-dire avec moins de présence parentale, ou en tout cas avec l'impression de moindre présence parentale. Et à travers cette notion-là, exprimer le besoin de devoir justement de nouveau être, entre guillemets, accueilli comme le petit bébé qui vient de naître. Quand on parle d'énurésie tardive, c'est à partir de quel âge que ça devient inquiétant? On va dire entre 9, 10, vous en avez jusqu'à l'adolescence, 14, 15 ans? Oui. En fait, ça devient inquiétant dès lors que c'est en situation de gêne que ça pose le problème. C'est-à-dire que dès lors qu'on est en situation, je dirais, de rétraction ou en situation de souffrance, évidemment, c'est inquiétant. C'est plus une question de retentissement, je dirais, psychologique que de situation d'âge en soi. Le rôle des parents dans ces cas-là, ils sont impuissants face à ça? Ils peuvent eux-mêmes identifier la cause du problème, la source du problème? Alors, identifier, la plupart du temps, c'est compliqué pour eux parce qu'ils sont aussi acteurs de la situation. Et quand on est complètement imprégné de la situation, on est moins capable de façon pertinente de regarder d'où ça vient. Ceci étant, ils sont souvent acteurs de la difficulté parce qu'il y a une interaction directe. Et donc, à partir du moment où on est acteur, c'est compliqué d'être en même temps capable de résoudre les choses. Donc, le plus important, c'est déjà de considérer que il est nécessaire d'accompagner l'enfant dans une dédramatisation parce que on va aggraver à travers cette situation-là, on va aggraver le stress en soulignant le fait de « oui mais regarde franchement, t'as vu comment t'es à ton âge encore faire pipi au lit ?» C'est extrêmement délicat et pour l'enfant ça sera vécu comme une souffrance supplémentaire. Donc la première étape c'est de se dire « ok, ça peut t'arriver, maintenant nous on est avec toi et à partir du moment où on est avec toi, même si on ne sait pas le résoudre tout seul, on va faire en sorte de rester avec toi et d'accompagner
justement cette capacité de résoudre. Donc on oublie toutes les petites choses à côté qui peuvent être un peu rabaissantes. L'exemple de la couche, mettre une couche à 10 ans, ça doit être compliqué. Ah mais c'est extrêmement humiliant et surtout ça renvoie à la notion, je dirais, paradoxale entre je veux grandir et je suis toujours un bébé. Donc il vaut mieux rien mettre et quitte à changer les draps tous les matins, par exemple. Exactement. Et entraîner l'enfant à devenir autonome. C'est-à-dire que c'est aussi une capacité pour lui qu'il a d'apprendre à se sentir bien en grandissant et non pas à se sentir en danger parce qu'il grandit. D'accord. Est-ce qu'il y a des choses à... Quand on imagine un couple, par exemple, séparé, comment on s'adapte dans ces cas-là? Est-ce qu'il faut une harmonie entre les deux parents séparés ou est-ce qu'il faut laisser l'un des deux gérer, par exemple? Alors toute la difficulté, c'est justement ça. C'est-à-dire qu'il est important justement pour les couples de parents séparés de conserver vis-à-vis de l'enfant une complicité parentale, quand bien même, je dirais, il n'y a plus d'histoire conjugale. Ouais. Mais ça, c'est aussi une difficulté, je dirais, chronique, d'être capable de conserver une attention pour l'autre parent, même si dans l'histoire affective, il y a eu des déchirures, il y a eu des situations douloureuses et il y a eu des souffrances. C'est important dans l'intérêt de l'enfant de rester dans une complicité parentale et c'est probablement une des raisons essentielles qui fait aboutir une difficulté dans le cadre de la vie de l'enfant. Très rapidement, boire moins d'eau avant de se coucher ou aller le faire passer aux toilettes vers minuit, c'est une solution palliative, mais ce n'est pas une solution qui règle le problème de départ. Exactement, c'est du symbole. Donc on n'est pas sur du mécanique, on n'est pas sur de l'organique, on est sur une capacité à grandir et à se sentir bien dans sa vie. Très bien. Merci David pour tous ces conseils. Voilà, et évidemment, soyez heureux. Bonne météo. Merci beaucoup. Allez, on va retrouver Julie tout de suite avec ses catcheurs et Olivier Grignon.